bienvenue à mon deuxième vidéo, l'insolente linguiste en isolement. Aujourd'hui, on va parler de l'économie linguistique. Mais avant de parler d'économie linguistique, il y a un petit quelque chose dont je veux parler. Il y a des gens sur mon premier vidéo qui ont fait des commentaires, pas beaucoup, juste quelques personnes qui ont fait des commentaires sur la qualité de mon micro. En passant, là, les écouteurs, j'ai pas vraiment besoin d'écouteurs parce qu'il y a un micro intégré. J'avais pensé, je me suis imaginé plein de scénarios dans ma tête pour savoir comment j'allais répondre à ces gens-là. Là, je me suis dit, ben non, je ferai pas ça parce que les gens qui écoutent mes vidéos, ils sont pas là pour m'entendre chialer, ils sont là pour entendre parler de linguistique. Donc, je vais juste dire, regardez, là, je suis en isolement, je prends les moyens que j'ai, les magasins, ils sont fermés, bon, etc. J'ai pas vraiment accès à d'autres micros. C'est un peu plate comme commentaire, en fait, que vous m'avez fait, là. Et si jamais ça marche pas, si jamais ces commentaires-là, ce que je viens de dire là, marche pas, ben je vous réfère à 2 pièces musicales. La première pièce, c'est 4 minutes 33 de John Cage. Allez écouter ça. Je vous garantis que vous allez trouver que son micro marche très, très bien. Et si jamais ça marche pas, si le message rentre pas avec ça, je vous conseille d'aller écouter la pièce Nugget de Cake. En fait, le refrain de la pièce Nugget de Cake. Et ça, je le dis particulièrement à la personne qui a dit qu'il ne comprenait pas ce que je disais à cause de mon accent québécois. Voilà, le refrain de la pièce Nugget de Cake. Ceci étant dit, l'économie linguistique. Qu'est-ce que c'est l'économie linguistique? Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà entendu parler de ça, ceux qui ont fait des cours avec moi, allô, je vous salue. Ceux qui ont lu mon deuxième livre, La langue affranchie, se raccommoder avec l'évolution linguistique, ont un peu su de quoi il en retourne. En gros, l'économie linguistique, c'est le fait de dire le plus possible de choses avec le moins d'efforts possible. Donc, quand je parle d'efforts, là, je parle pas de lever des haltères ou je parle pas de faire des gros efforts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'efforts en linguistique, ça peut être juste d'avoir à gérer des choses dans notre tête, ça peut être d'avoir à prononcer des choses parce que on s'en rend pas compte. Mais quand on parler, là, c'est compliqué. Il suffit de voir quand un enfant apprend à parler, à quel point c'est difficile à gérer. Puis en fait, on s'en rend compte quand on apprend une seconde langue. Pensez juste à quand il faut gérer les prépositions ou quand il faut gérer les temps de verbe ou l'accord ou des choses comme ça, là. On les apprend par cœur, on apprend la drille, mais après ça, quand on arrive pour parler puis il faut tout gérer ça en même temps, ben c'est difficile, c'est pas facile. Puis même dans notre langue maternelle, des fois, même si on les sait instinctivement, ces choses-là, ben, quand il faut qu'on gère tout ça en même temps, ben, si on peut trouver des moyens de passer à travers comme des raccourcis, ben, on les trouve. En fait, c'est ça l'économie linguistique, c'est trouver des raccourcis pour dire les choses qui, sans qu'on brime la communication, en fait. Trouver des raccourcis qui permettent d'exprimer les choses quand même. Je vais vous donner un exemple. Je vais faire des exemples plus détaillés, mais avant, juste pour que les gens comprennent, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je veux dire par économie linguistique. Mettons, en français, le ne de négation. Ben, en français, on a 2 mots pour exprimer la négation, le ne et le pas. Si je dis je n'aime pas les oignons. Bon, j'ai exprimé la négation. Mais si je dis j'aime pas les oignons, le sens de la phrase est toujours là. Donc, sur le plan de la communication, sur le plan du sens que je veux transmettre, le ne de négation n'est pas nécessaire. Parce que j'ai quand même transmis la négation avec le pas. Ce qui veut dire que c'est plus économique de dire j'aime pas les oignons que de dire je n'aime pas les oignons. Et la preuve, c'est que on n'utilise pas le ne de négation à l'oral comme je viens de faire là. Je viens de pas mettre le ne de négation et je le fais pas. Moi, personnellement, là, dans mon français parlé, même dans un français soigné,
dans mon français presque beaucoup soigné. Je fais pas beaucoup de non-négation. Je viens de pas le faire encore. Faut que je me force pour faire le non-négation. D'ailleurs, c'est peut-être un petit problème que j'ai parce que des fois, j'essaie de parler soigné puis j'oublie mon non-négation, en tout cas. C'est un signe de français très, très, très soigné, ça, la non-négation. Pour moi, en fait, là, ça dépend des personnes. Là, je suis pas en train de dire que, OK, faites pas de généralisation. Là, je dis que pour moi, c'est un signe de français soigné. Mais en effet, c'est un signe de français soigné pour beaucoup de gens, le non-négation. Ce qui veut dire que, là où je veux en venir, c'est que c'est plus économique de ne pas faire le non-négation que de le faire. Donc, c'est pour ça que dans notre communication quotidienne, dans notre manière de parler généralement, quand on n'a pas besoin de se forcer pour bien parler, c'est-à-dire que quand on fait juste communiquer des informations, quand on veut juste parler, là, on veut juste transmettre des idées, ben, on ne fait pas le non-négation parce qu'il ne sert à rien sur le plan de la communication. Donc, c'est ça l'économie linguistique, en fait. Donc, ici, en fait, si ça continue comme ça, je veux dire, si les autorités langagières l'imposaient pas à l'écrit et tout ça, là, il est en train de disparaître à l'écrit un petit peu quand on texte et quand on écrit dans les réseaux sociaux. Je prédis que d'ici, je sais pas combien d'années, parce que je suis pas même bonne de mes prédictions, là, mais d'ici un bout de temps, il pourrait disparaître. Si la tendance se maintient, comme disait Bernard, là, ça se pourrait très bien que la non-négation disparaisse. Partez pas en peur, là. Dites pas que l'échange linguiste a dit que la non-négation n'existait plus. C'est pas ça que j'ai dit. Là. Ça se pourrait bien que la non-négation disparaisse. Donc, c'est un exemple d'économie linguistique. Maintenant, l'économie linguistique, on s'en rend pas beaucoup compte, mais elle est partout. Partout, 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 dans tous les domaines tous les domaines de la langue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la linguistique, c'est intéressant parce que on divise en quelque sorte la langue dans plusieurs domaines. Puis les gens qui font pas de la linguistique, ça rend peut-être pas compte, mais c'est pour ça que ça rend la linguistique si tripante, là. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais vous donner des exemples d'économie linguistique dans chacun, bon, pas chacun parce qu'il y en a plus que ça, là, mais dans plusieurs domaines de la langue, qui appartiennent à la langue. Puis je vais commencer par la phonétique, parce que c'est les exemples les plus faciles à voir, puis c'est les exemples les plus faciles à comprendre. Donc, en premier, plus facile à comprendre, mais plus facile à expliquer. Donc, en premier, pour qu'on puisse comprendre un petit peu mes exemples de phonétique, je vais être obligée de faire de la phonétique. Donc, on va faire un peu, on va étudier la distinction entre les consonnes en français, qu'on appelle les consonnes sourdes, et les consonnes sonores. Donc, rapidement, faut comprendre qu'en français, il y a des types de sons, des types de consonnes qu'on dit qui sont sourds, puis des types de consonnes qui sont sonores. Ça, en gros, ce que ça fait, c'est qu'il y a certains sons que lorsqu'on les prononce, on fait vibrer nos cordes vocales. Puis, il y en a d'autres où on ne les fait pas vibrer. Et là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes actuellement pour écouter mon vidéo, là. Ça se peut que vous ayez l'air fou. Okay, je vous avertis. Quand on fait de la phonétique, on a toujours l'air fou, là. Les gens qui ont fait de la linguistique peuvent en témoigner. Là, on a toujours un petit peu l'air fou quand on fait de la phonétique. Donc, je vais vous demander de mettre vos doigts ici. Et vous allez faire des F ou des S, des F et des V. Donc, vous faites. Et après ça, vous faites. Donc, F et V. Donc, vous sentez ici, quand vous faites le ça fait rien. Et quand vous faites le ça vibre. Bon, ben voilà, on a expliqué la différence entre une consonne sourde et une consonne sonore. La consonne F, le F, c'est une consonne sourde. On ne fait pas vibrer les cordes vocales. Et la consonne le V, le V, c'est une consonne sonore. On fait vibrer les cordes vocales. C'est la seule différence entre les deux consonnes, en fait. C'est que c'est comme si la consonne V, c'était la version sonore de la consonne F.
D'ailleurs, si vous laissez vos doigts ici, et je vous demandais de parler tout bas. Je ne sais pas comment ça va sortir. J'ai dit que je vous demandais de parler tout bas. Je ne sais pas comment ça sort avec le micro, là. Mais faites fe, ve, tout bas. Ça ne change rien. On ne voit pas la différence. Pourquoi? Parce que la caractéristique de parler tout bas, c'est qu'on ne fait pas vibrer les cordes vocales. Donc, le ve, quand on parle tout bas, ça fait un F, c'est un F. Donc, on a la différence entre les consonnes sourdes et les consonnes sonores. Et on a, en français, c'est une opposition, consonne sourde, consonne sonore, c'est une opposition très, très, très rentable. Par exemple, le P et le B, opposition sourde sonore. Le T et le D, opposition sourde sonore. Ce, Z, que, G, che, je. Bon, ça, c'est toutes des oppositions sonores. Je les énumérerai pas toutes, mais c'est comme ça. Et là, on arrive avec l'économie linguistique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on parle, si on a deux consonnes, une à côté de l'autre, une qui est sourde et une qui est sonore, c'est super difficile à prononcer. Et ce qui se passe, c'est que d'habitude, ils s'influencent l'une l'autre. Et généralement, ce qui se passe, c'est que soit l'une devient sonore, soit l'une devient sourde. Et ça fait en fait, ils deviennent pareils. Je vous donne un exemple. Mettons le mot cheval. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mot cheval, il y a le E. Et généralement, en français, le E de cheval, il s'appelle un E caduc. Le E caduc, c'est le E qu'on n'est pas obligé de toujours prononcer. Il y en a plein comme ça en français. D'ailleurs, je suis certaine que tout le monde ici, avec tous les francophones à qui je parle actuellement, ne prononce pas le E de cheval quand ils parlent dans leur vie quotidienne. Mais là, vous allez essayer de dire le mot cheval sans le E, mais avec un V. Ça fait cheval, cheval. Est-ce que c'est vraiment cheval que vous dites? Ou si c'est cheval, un cheval, cheveux. Ça fait un S, cheval. C'est pas cheval qu'on fait, c'est cheval. Comme cheveux d'ailleurs, les cheveux. Un cheval, des cheveux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la consonne ch, d'ailleurs on l'écrit CH, là, mais en phonétique c'est une seule consonne. La consonne ch, c'est une consonne sourde. Dites-le ici. C'est une consonne sourde. Et la consonne on l'a vu tantôt, c'est une consonne sonore. Qu'est-ce qui se passe? Cheval. Ben, le non-voisement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les consonnes sourdes, on peut aussi dire que c'est des consonnes dévoisées ou non-voisées, en tout cas. La surdité, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas, la caractéristique sourde de la consonne ch se transfère à la consonne v de cheval et la fait transformer en f. Ça fait cheval. Donc, on a non pas cheval, qui est vraiment dur à dire cheval. Là, c'est plus facile parce que c'est des consonnes constructives, mais vous allez voir tout à l'heure, je vais en faire un autre exemple avec une consonne occlusive. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, on va faire un autre exemple tantôt. C'est plus difficile. Donc, ça devient cheval. Et vous remarquerez que en fait, tout le monde dit cheval. Et là, c'est pas juste les Québécois qui font ça, c'est tout le monde qui fait ça. Ou ils disent cheval. En fait, l'affaire aussi, c'est que la chute du E, c'est censé rendre la prononciation plus facile. Si c'est rendre les choses plus difficiles, on va garder le E, là, on va dire cheval. Et, en passant, le joual, le fait qu'on dise joual, c'est comme la prononciation, le je, c'est comme l'inverse, c'est que le chat est devenu sonore. Donc, c'est un autre phénomène. C'est comme l'inverse, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est juste pour faire un petit parallèle.
Euh, il y a des gens qui disent que l'économie linguistique, c'est du nivellement par le bas. C'est de la paresse. Et j'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet-là parce qu'une fois, j'avais fait cette démonstration-là dans une conférence et il y avait un dude, je l'appelle un dude parce qu'il est vraiment fatigant, euh, un dude qui arrêtait pas de me couper tout le temps parce que j'avais eu le malheur de dire qu'il pouvait me poser des questions pendant la conférence. Faites pas ça. En tout cas, donc il arrêtait pas de me couper puis il était sur le bord d'être insultant. Bref. Et là, il commence à me dire que l'économie linguistique, c'est de la paresse intellectuelle, c'est du nivellement par le bas, etc., etc. Donc là, manifestement, tout le monde autour le trouvait dérangeant, eux aussi, et là, il fallait que je réagisse. Donc, euh, j'avais un tableau et j'écris ce mot-là que je vais écrire. Et je lui demande de le prononcer. Et évidemment, il a prononcé absent. Il n'a pas fait un B, hein. C'est pas absent qu'il a fait, c'est absent. C'est exactement le même phénomène parce que la consonne, le S, c'est une consonne sourde et le B, c'est une consonne sonore. Donc, absent. Essayez de dire absent, absent. B. Donc, quand on parle rapidement, évidemment, on dit toujours absent. C'est vous essayerez, vous faites-le, vous allez avoir l'air un petit peu fou, là, mais c'est pas grave. On est en isolement, on s'en fout, là, on se lave plus, voilà. C'est correct, on peut dire n'importe quoi. Donc, absent. Donc, il avait manifestement dit absent, donc je m'étais un petit peu foutu de sa gueule pour lui dire qu'il faisait du nivellement par le bas parce qu'il disait un P au lieu de mettre un B, là. C'était un peu drôle. Donc, voilà. C'est des choses, ça c'est un exemple d'économie linguistique, de l'influence. Ça s'appelle la phonétique combinatoire. La science qui étudie ce genre de phénomène-là, là, c'est de la phonétique combinatoire. C'est l'influence des sons les uns sur les autres. C'est vraiment trippant en passant, c'est super cool. Bref, donc ça c'est un exemple d'économie linguistique sur la phonétique. Évidemment que c'est pas tous les phénomènes. Là, commencez pas à essayer d'étudier tous les phénomènes phonétiques du français québécois ou peu importe par l'économie linguistique. C'est pas tous les phénomènes qu'on peut expliquer par l'économie linguistique. Parenthèse. Bon. Le deuxième exemple que je veux expliquer, le deuxième phénomène d'économie linguistique, c'est sur la morphologie. Qu'est-ce que c'est la morphologie? La morphologie, c'est la formation des mots, entre autres. Bon, en gros, c'est ça, c'est la formation des mots. Par exemple, la conjugaison des verbes, c'est un exemple de morphologie. Le fait de, mettons, quand on prend un mot et qu'on rajoute ment pour faire un adverbe, mettons, j'ai le mot franc, je fais franchement, ben ça c'est un exemple de morphologie. Toutes les dérivés, tout ça, c'est de la morphologie. Donc ça, c'est la science de la formation des mots, en quelque sorte, c'est la morphologie. Un exemple d'économie linguistique sur la morphologie, c'est le fait que les néologismes, c'est-à-dire les nouveaux mots qu'on crée, les nouveaux verbes qu'on crée, soient tous des verbes du premier groupe. Avez-vous déjà remarqué ça? Mettons que je prends on va prendre les anglicismes, là, ça va être le plus facile. Mettons le verbe scraper. Ben, on a pris les verbes en ER. Pourquoi c'est des verbes en ER? Tous les verbes qu'on crée, tous les nouveaux verbes qu'on crée, c'est des verbes en ER. Ça ne viendrait pas à l'esprit de dire, mettons, scrapoir ou scrapdre. Je ne sais pas comment ça marcherait, là. C'est toujours des verbes en ER. Pourquoi ça serait des verbes en ER? C'est parce que la conjugaison des verbes du premier groupe, c'est la plus régulière, c'est la plus fréquente et c'est la plus facile. Parce que c'est celle qu'on rencontre le plus souvent, c'est celle qui est la plus facile à apprendre, elle est toute pareille, ça va super bien. Donc c'est pour ça, on crée les verbes réguliers. On va pas se mettre à inventer des exceptions, là, quand même. On n'est pas si imbécile. Hein? Donc voilà, ça c'est un exemple morphologique. J'ai un autre exemple aussi d'économie linguistique morphologique. Le futur proche. Là, il y en a qui se mettent à capoter parce que les enfants ont commencé à l'apprendre à l'école, le futur proche, puis ils pensent que c'est une nouvelle affaire. C'est pas une nouvelle affaire, on le fait tout le temps. On l'a tout le temps fait, le futur proche, puis c'est une des choses qu'on enseigne. En fait, c'est le temps du futur que les profs de français langue seconde enseignent en premier aux non-francophones parce que c'est le plus facile.
En fait, le futur proche, c'est quand on dit, mettons, je vais faire telle chose, ou je vais aller, ou je vais manger. C'est au lieu de prendre le futur simple, c'est-à-dire de garder toute la conjugaison du futur simple super compliqué, je prendrai, je mangerai, j'irai, avec la conjugaison. Le futur proche, c'est la conjugaison du verbe aller plus le verbe à l'infinitif. Donc, je vais manger, je vais prendre, je vais aller, je vais courir, je vais dormir. Bon, voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple à gérer. On n'a pas à gérer une nouvelle table de conjugaison. Puis on sait que les tables de conjugaison en français sont pas complètement simples, là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la conjugaison du futur proche, on a juste le verbe aller au présent auquel on ajoute le verbe à l'infinitif. Donc, c'est très simple, c'est très économique. C'est pas tous les contextes où on peut prendre, moi, je sais pas, il y a fait des études à faire là-dessus, là. Étudiants en linguistique, gens qui étudient en linguistique, là, il y a de quoi à faire là-dessus, là. Quels sont les contextes où le futur proche ne s'applique pas? Je sais pas trop, mais je sais que moi, des fois, je le remarque, tout à coup, j'utilise un futur simple. Je me dis, comment ça se fait, j'ai pas un futur proche, puis c'est dans mon français familier. En tout cas, bref. Mais dans la majorité des cas, on prend le futur proche. Donc ça, c'est un exemple d'économie linguistique. Et j'ai un autre exemple d'économie linguistique, puis celui-là, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne l'aimeront pas. C'est le sontais. C'est la fin du monde. Pourquoi les enfants, puis les gens qui peut-être ne sont pas complètement beaucoup instruits, etc., pourquoi ils disent ils sontaient? D'abord, pourquoi cette faute-là est si récurrente? Pourquoi? Tu sais, pensez-y un peu, là, quand on doit corriger toujours la même faute, là, ça doit être parce qu'il y a un petit fond de logique à ça. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est pas random, ces affaires-là. Ben, c'est parce que la logique, l'économie, la logique serait que l'imparfait est fait en fonction que tu prends l'indicatif présent, mettons il mange, puis tu rajoutes est. Donc il mange, il mangeait. Et là, t'as ils sont sontaient. Voilà. C'est juste que le verbe être, c'est une exception. Puis les exceptions, ben c'est moins économique. Puis là, ben là, on va à l'école, puis on apprend que c'est pas ça, puis on l'intègre, puis tata, mais il y a des gens, bon, voilà, qui sont soit ils sont pas allés à l'école assez longtemps, ou ils sont pas assez fait taper dessus pour se faire dire que c'était pas ça. Peu importe la raison, mais ils sontaient, c'est plus économique qu'ils étaient. Je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre à dire ils sontaient, là. Dites pas ça, là, de grimper pas dans les rideaux, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une explication pour dire ils sontaient, puis c'est en effet plus économique. D'ailleurs, preuve que c'est un jugement social d'abord, qu'on n'aime pas du tout ils sontaient, c'est que, mettons, quand on dit je me suis tendu les cheveux, là, ben, il y a beaucoup de gens qui disent ça, je me suis tendu les cheveux. C'est même dans une des chansons des colocs, là, Julie, là, tendu les cheveux platine comme Marilyn. C'est pas tendu, hein, c'est teint. La bonne version, là, le bon mot, c'est teint, c'est pas tendu. Mais répondre, répondu, teindre, teindu. Ça aussi, c'est suivre le modèle qui existe. C'est comme appliquer le modèle d'un verbe sur celui d'un autre verbe. C'est super économique. Mais il y a beaucoup moins de monde qui grimpe d'un rideau pour tendu qu'il y a de monde qui grimpe d'un rideau pour son texte, parce que c'est moins jugé socialement. Probablement parce que le verbe teindre est moins fréquent que le verbe être. Mais en tout cas, tout ça pour petite parenthèse par rapport aux jugements sociaux, là. Tu sais, il y a des choses objectivement qui sont comme équivalentes, qui on juge moins. En tout cas, bref. C'est tout ce que je dirais à ce sujet pour le moment. Parce que sinon, mon vidéo va durer trop longtemps, puis j'ai des choses à dire. Dernière affaire, non, avant-dernière chose. Sur l'économie linguistique, une affaire au sujet de la syntaxe. Qu'est-ce que c'est la syntaxe? C'est la formation des phrases. Par exemple, en français, le fait qu'on mette le sujet avant le verbe, c'est la syntaxe, la structure des phrases. Donc, exemple, mettons que j'ai la phrase « Donne-moi le livre ».
Euh, et si je veux juste dire, je veux pas mettre le livre, je vais faire un pronom avec le livre. Ben, normalement, selon la norme, faudrait que je dise donne-le-moi. Faudrait que je mette le tout de suite après le verbe. Mais la structure de la phrase, c'était donne-moi quelque chose. Donc, c'est ça, donne-moi l'objet que tu me donnes. Donc, en français québécois, ce qu'on fait, c'est que donne-moi le. On fait juste prendre le livre, puis on le remplace par un pronom. C'est donne-moi le. C'est qu'on dit donne-moi le. Au lieu de dire donne-le-moi, au lieu d'avoir à switcher la phrase de bord, puis tout ça. Ça fait donne-moi le. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent qu'on fait nos phrases à l'envers, puis ça n'a pas de bon sens, puis ah mon Dieu, le français québécois, je comprends rien à ton accent. Voilà. Ben c'est ça, nous on parle comme ça parce que c'est de l'économie linguistique, puis je suis pas mal certaine qu'il y a d'autres mondes dans la francophonie qui font ça, je suis pas allée vérifier, là, mais voilà. C'est de l'économie linguistique, on a la position de la structure qui est comme ça, c'est donne-moi le livre, mettons, puis là, l'endroit où normalement le livre devrait être, on met le pronom qui est là au lieu de le changer de place. C'est juste ça. Peut-être que c'est un peu vague pour vous, je vais essayer de faire des petites écritures, là. En tout cas, voilà. Dernière chose, on a de l'économie linguistique aussi sur le plan du lexique. Le lexique, ça, c'est les mots de vocabulaire, tout simplement. C'est les mots. Et ça, il peut même y avoir d'économie linguistique pour ça. Et pour vous parler de ça, j'ai une anecdote à vous raconter avec une amie, une fille avec qui je travaillais quand je travaillais à l'Université Laval, au Trésor de la langue française du Québec, au TLFQ. J'avais une amie, une fille avec qui je travaillais, qui elle voulait que je lui envoie par courriel. J'avais quelque chose à lui envoyer par courriel, je me souviens plus c'était quoi. Donc, je voulais qu'elle me donne son adresse, je voulais noter son adresse Internet. Donc, je lui dis, as-tu un crayon? Elle me dit, non, j'ai juste un stylo. D'accord. Là, j'ai fait, OK, non, c'est vrai. Il y a, il y a des gens qui sont en France, ils font la différence entre un crayon et un stylo, parce qu'un crayon, nous, on appelle ça un crayon de plomb, puis un stylo, blablabla. Au Québec, ça et ça, c'est des crayons. Donc, en fait, peu importe. N'importe quoi qui sert, en fait, ça aussi, c'est un crayon. Peu importe qui sert à... J'ai plein d'affaires sur ma table, je viens de m'en rendre compte. Wow. Euh, peu importe ce qui sert à écrire. C'est comme un mot générique, des choses qui servent à écrire. C'est un crayon. Ça sert à écrire, c'est un crayon. Et là, si on veut préciser, ça peut être un crayon de plomb, ça peut être un stylo, ça peut être un crayon un crayon de cire, un crayon feutre. Il y a beaucoup, beaucoup de sortes de crayons, là. Mais si je veux juste dire j'ai besoin de quelque chose pour écrire, je peux dire que c'est un crayon. Et ça, c'est de l'économie linguistique. Parce que des fois, ça arrive que j'ai pas besoin de préciser la sorte de chose. J'ai juste besoin d'avoir une affaire générique. Et ça, c'est de l'économie linguistique. Je dis pas que les Français sont pas bons, là. Je dis pas que les gens en France sont pas bons. Il y en a plein. C'est comme ça que ça marche, la langue, là. Mettons fleurs, puis toutes sortes de fleurs, là. C'est comme ça s'appelle des hyperonymes. C'est comme ça que ça marche. Et c'est un phénomène d'économie linguistique. Certains phénomènes dont je parle dans cette vidéo-là, c'est des phénomènes qui sont un peu critiqués. Parce que souvent, les gens du Québec, on se fait dire qu'on manque de vocabulaire. Parce que, par exemple, j'ai déjà entendu ça, qu'on manquait de vocabulaire parce qu'on ne distinguait pas les crayons des crayons à mine. On disait qu'un stylo, c'est un crayon, donc on manquait de vocabulaire. Non, on manque pas de vocabulaire, c'est juste que nous, on a comme une affaire pour nommer les choses, puis après ça, on subdivise les choses. Si on a besoin, mettons que quand j'enseignais à l'université, là, puis je voulais dire à mes étudiants qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser de crayon de plomb, mais je disais crayon de plomb parce que nous, on appelle ça les crayons de plomb. Il y a toutes sortes de manières de nommer cette affaire-là. Là. On va pas rentrer dans les détails. Je disais qu'il fallait qu'ils prennent un stylo, mettons. On est capable de faire la différence. Là. C'est juste que des fois, on n'a pas besoin de la faire. Comme quand j'avais demandé à mon amie, as-tu un crayon? Je me fous de qu'est-ce qu'elle allait me donner. Je voulais juste lui donner mon adresse Internet. C'était juste ça. Donc, c'est ça l'idée. C'est de l'économie linguistique. On n'a pas besoin de plus de détails.
On a juste besoin d'exprimer quelque chose. Parce que des fois, on n'a pas besoin de tant que ça, de précision. On a besoin juste d'exprimer quelque chose de plus rapidement. Donc, c'est un phénomène d'économie linguistique. Et mon vidéo a 1 demi-heure encore. Yes! C'est une bonne moyenne. Voilà. Donc, j'espère que vous avez encore apprécié. Et moi, j'adore ça, parler de ça. J'ai parlé un peu vite, c'est beaucoup de choses. Donc, voilà, j'espère que vous prenez soin de vous. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiets. Et je pense très, très fort à vous. Et on est tous ensemble. OK? Voilà. À la prochaine.